Bonjour et bienvenue sur Evoluscope. Pour cet épisode estival, je vous emmène faire un voyage dans le temps. Suivez-moi à la période du Dévonien, à la rencontre de mystérieux organismes, les prototaxites. Allez, c'est parti, remontons par exemple de 400 millions d'années en arrière et rendons-nous au Québec, sur la côte actuelle de la baie de Gaspé, au niveau de la formation de Battery Point plus exactement. En ce temps-là, cette partie du Canada n'est pas au nord, mais dans l'hémisphère sud, et c'est loin d'être la seule chose qui est différente. Nous sommes arrivés sur le site, alors que constatez-vous sur place? Le soleil est légèrement moins lumineux, d'environ 3 ou 4%, mais ce n'est pas perceptible pour vous. Pourtant, vous avez très chaud. La température moyenne de la Terre est en effet environ 8 degrés plus élevée qu'aujourd'hui, en partie à cause du taux de CO2 bien plus haut. Le taux de dioxygène dans l'atmosphère n'est pas connu avec précision, mais on l'estime entre 15 et 21%. Dans la fourchette haute, c'est à peu près comme aujourd'hui, mais dans la fourchette basse, ce serait plutôt équivalent à la pression partielle au sommet du Monte Cinto en Haute-Corse. Ça reste respirable, mais sans acclimatation, vous pourriez être essoufflé, avoir des maux de tête ou faire un malaise. Restez prudent au cours de votre exploration. D'ailleurs, si vous restez suffisamment longtemps, vous constaterez que les journées sont bien plus courtes. Elles ne durent que 21h30 environ. Maintenant, vous commencez votre exploration de la Gaspésie. Vous ne voyez ni oiseaux, ni mammifères, ni de reptiles, ni d'amphibiens. Les vertébrés existent bien, mais ils ne sont pas encore sortis de l'eau. Les animaux terrestres que vous trouvez sont tous des arthropodes, des myriapodes, des arachnides notamment. Les hexapodes sont là aussi, par exemple des colamboles, mais encore aucun qui sait voler. Pas d'insectes. Il faudra attendre le Carbonifère pour en voir. Vous marchez dans une immense plaine sableuse parcourue de rivières. Il n'y a pas de sol profond comme aujourd'hui, peu de litière, peu d'humus. Il y a bien une flore, mais vous ne voyez ni herbe, ni fleurs, ni arbres. La végétation forme un couvert discontinu, concentré autour des points d'eau. Vous voyez des tapis bactériens, des algues, des hépatiques et aussi des sortes de fougères, mais pas des fougères à grandes feuilles comme aujourd'hui. Plutôt des fougères à tiges nues ou très peu feuillées, comme les austérophiles, les rhinopsides ou les trimérophytes. Et puis au milieu de cette végétation basse, vous les voyez. D'immenses colonnes cylindriques, sans branches, sans feuilles. Ce sont les prototaxites. L'espèce Prototaxites logani pour être plus précis. Certains font jusqu'à 8 mètres de haut pour environ 1 mètre de diamètre. Ces géants contrastent avec le paysage environnant. Vous vous approchez de l'un d'entre eux. La surface n'évoque pas une écorce d'arbre, c'est compact et fibreux. Dans quelle catégorie classer ces organismes? De quelle branche de l'arbre du vivant sont-ils issus? C'est ce que je vous propose maintenant de découvrir. Aujourd'hui, on sait que les fossiles les plus anciens de prototaxites datent du Silurien tardif et les plus récents du Dévonien tardif. Mais leur histoire scientifique commence dès le 19e siècle. Je ne vous ai pas emmené à Gaspé par hasard. C'est là-bas que le géologue canadien William Edmond Logan a découvert les premiers fossiles de prototaxites en 1843. Ils n'ont été étudiés que plus tard par le géologue et paléontologue canadien John William Dawson, qui a proposé le nom de Prototaxites en 1859. Un nom bien malheureux puisque taxus signifie if en latin. En effet, Dawson avait cru reconnaître du bois de conifères. Cette hypothèse a été battue en brèche dès 1872 par le botaniste William Carothers, qui n'y retrouve pas du tout l'anatomie attendue. Je ne vais pas tout détailler, mais par exemple, un bois de conifères devrait surtout montrer des trachéides, un type de cellule allongée, alignée longitudinalement, à la paroi épaissie et parcourue de ponctuations aréolées. À la place, il décrit une masse de tubes et de filaments entremêlés. Il en conclut que c'est une sorte d'algue brune. Mais cette hypothèse a ensuite elle-même été contestée.
Voyons maintenant pourquoi leur nature est restée aussi énigmatique jusqu'à aujourd'hui. D'abord, je dois vous avouer que j'ai un peu forcé le trait en présentant les prototaxites comme des géants de 8 mètres. En réalité, c'est seulement la taille record. Certains étaient beaucoup plus modestes, parfois de l'ordre de quelques centimètres seulement. D'ailleurs, le registre fossile connu sous-estime sans doute énormément la diversité réelle. Les prototaxites ont en effet vécu pendant au moins 50 millions d'années, mais on n'a nommé qu'une dizaine d'espèces qu'on a grossièrement regroupées dans un seul genre. Alors quels sont les caractères des prototaxites? Extérieurement, ce sont des structures cylindriques, de longueur et d'épaisseur très variables, sans branches, ni feuilles, ni organes reconnaissables. À l'intérieur, on voit une masse de tubes et de filaments entremêlés, certains plutôt larges, autour de 20 à 50 micromètres, d'autres beaucoup plus fins, autour de 5 à 10 micromètres. Certains se ramifient, et l'ensemble peut former des bandes concentriques, visibles à l'échelle du millimètre ou du centimètre, un peu comme des couches de croissance. C'est ce mélange de caractères qui rend ces fossiles si difficiles à classer. La forme générale ressemble vaguement à un tronc, mais au microscope, on ne retrouve pas l'organisation du bois. C'est pourquoi l'hypothèse d'un arbre ou d'une plante vasculaire en général ne tient pas. Alors, pourquoi pas une algue comme le pensait Carothers? Certaines algues ont un corps simple, sans racines et sans feuilles, qu'on appelle un thalle. Donc l'idée pouvait sembler raisonnable. Mais il y a des difficultés. D'abord, beaucoup de fossiles de prototaxites viennent de milieux continentaux, pas de fonds marins. On les trouve dans des dépôts liés à des plaines, des rivières, des environnements terrestres humides. Cela ne rend pas toute hypothèse algale impossible, car il existe des algues terrestres ou d'eau douce, mais ça rend l'image d'une grande algue marine assez peu convaincante. Ensuite, il y a les isotopes du carbone. Le carbone 12 est un peu plus léger que le carbone 13, et les réactions de la photosynthèse utilisent plus facilement les molécules de CO2 contenant du carbone 12. Les tissus des plantes et des algues sont ainsi généralement enrichis en carbone 12 et appauvris en carbone 13 par rapport au CO2 qu'elles absorbent. Dans un même environnement, des organismes photosynthétiques qui utilisent la même source de CO2 ont donc souvent des rapports isotopiques assez proches. Si les prototaxites étaient des plantes ou des algues photosynthétiques, on s'attendrait à ce que leur signature en carbone ressemble à celle des autres organismes photosynthétiques du même milieu. Or, les valeurs mesurées chez les prototaxites sont très variables. Elles diffèrent nettement de celles des plantes trouvées dans les mêmes terrains. Cela suggère que les prototaxites ne tiraient pas simplement leur carbone du CO2 comme une plante ou une algue classique. Ces mesures sont davantage compatibles avec une consommation de matières organiques de sources variées, des restes végétaux, des tapis bactériens ou d'autres matières organiques accumulées dans l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'hétérotrophie. Mais ce type de métabolisme ne se contente pas seulement de recopier la signature isotopique de ce qu'il consomme. Une partie du carbone est expirée, une partie excrétée et une autre intégrée à la matière organique constitutive de l'organisme. Ces processus engendrent un tri de ces isotopes, ce qui aboutit à un enrichissement relatif plus ou moins poussé en carbone 13 en fonction de leur position dans la chaîne alimentaire. Bon, mais si les prototaxites étaient hétérotrophes, comme les animaux, cela signifie-t-il que c'étaient des sortes d'animaux? À vrai dire, ça n'a jamais été une hypothèse sérieusement défendue. Un animal pluricellulaire laisse généralement des indices anatomiques très différents. On pourrait attendre une symétrie du corps, une cavité interne, des tissus différenciés, des organes. Même chez les animaux très simples comme les éponges, on peut trouver des canaux, parfois des spicules ou une architecture adaptée à la filtration de l'eau. Chez les prototaxites, on ne voit rien de tout cela, aucun tissu animal reconnaissable. Mais si le rapport isotopique est variable, se pourrait-il qu'un prototaxite n'était même pas un organisme unique? Et si c'était en réalité un assemblage de débris? En 2010, Linda Graham et ses collègues ont proposé que les prototaxites puissent correspondre à des tapis d'hépatiques roulés sur eux-mêmes. Les hépatiques sont de petites plantes thalloïdes proches des mousses. L'idée serait que des tapis végétaux associés à des champignons et à des cyanobactéries auraient été arrachés, dégradés, puis roulés par l'eau ou le vent. Ensuite, ces rouleaux auraient été fossilisés. On est loin des majestueux troncs dressés au milieu du paysage.
Cette hypothèse a l'avantage d'expliquer pourquoi les prototaxites présentent un mélange de signaux difficiles à interpréter. Si on a un assemblage d'hépatiques, de champignons, de cyanobactéries et de matière organique décomposée, il n'est pas surprenant de trouver une structure étrange et des signaux chimiques ambigus. Mais il y a 3 gros problèmes. D'abord, les prototaxites présentent souvent une organisation interne assez régulière. Ils ne donnent pas l'impression d'un tas de débris compressés au hasard. Ils forment une architecture répétée, avec des bandes qui suggèrent une croissance organisée. Ensuite, si les prototaxites étaient seulement des artefacts de fossilisation, on pourrait s'attendre à une grande variété de formes désordonnées. Or, le genre a une identité anatomique suffisamment reconnaissable pour avoir été retrouvé, discuté et comparé dans des terrains très différents. Enfin, il est difficile d'expliquer comment il serait possible physiquement de réussir à produire des rouleaux atteignant parfois plusieurs mètres de long et jusqu'à 1 mètre de diamètre. C'est pourquoi l'hypothèse du tapis roulé, bien qu'elle ne paraisse pas si absurde de prime abord, a été rapidement critiquée par les spécialistes. Mais il reste encore une hypothèse, qui est devenue progressivement l'explication dominante à partir des années 2000, celle d'un champignon. D'abord, les champignons sont hétérotrophes, ce qui colle avec la signature isotopique des prototaxites. Beaucoup de champignons sont par exemple saprotrophes, ce qui signifie qu'ils se nourrissent de matière organique en décomposition. Ensuite, les champignons pluricellulaires sont eux aussi formés de filaments qu'on appelle des hyphes. Ces hyphes peuvent former un réseau qu'on appelle un mycélium. Et certains mycéliums, suffisamment compacts, peuvent former des sortes de tissus qu'on appelle des pseudotissus. Ce qu'on appelle couramment un champignon est en réalité le sporophore, une structure reproductive, souvent temporaire, qui permet de produire et de disperser des spores. L'essentiel du champignon est le mycélium souterrain qui est plus diffus. Ça semble donc coller assez bien avec l'image qu'on se fait des prototaxites, mais dans le détail ça devient plus difficile. Premièrement, un champignon de 8 mètres de haut au Dévonien inférieur, ce n'est pas évident à alimenter. Aujourd'hui, les plus gros champignons poussent dans des environnements riches. Ils disposent d'un réseau de filaments très étendu. Ce réseau explore la litière, le bois mort, l'humus, les racines, les débris végétaux. Mais au Dévonien, les écosystèmes terrestres ne ressemblent pas encore à des forêts modernes. Les plantes sont basses, les sols sont peu épais, il y a peu de bois mort, de litière et d'humus. Alors comment un organisme aussi massif aurait-il pu trouver assez de matière organique pour se nourrir? Il disposait peut-être d'un immense réseau souterrain de filaments. Le tronc visible ne serait alors que la partie émergée d'un organisme beaucoup plus vaste, comme beaucoup de champignons aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne retrouve pas ce réseau associé aux fossiles de prototaxites. On a parfois évoqué des structures ressemblant à des racines ou à des rhizomorphes, mais les connexions directes restent difficiles à démontrer. Pour résoudre ce problème, une équipe a proposé en 2022 une autre interprétation. Les prototaxites seraient de gigantesques rhizomorphes. Autrement dit, des structures allongées et rampantes plutôt que des troncs dressés. Si les prototaxites étaient couchés au sol, ou en partie enfouis, ils pouvaient s'approvisionner sur une zone plus vaste. Cependant, la reconstruction dressée reste majoritaire pour de bonnes raisons. On observe en effet chez quelques grands fossiles un rétrécissement d'une extrémité à l'autre. Chez le spécimen le plus complet, des structures interprétées comme des branches sont aussi regroupées près de l'extrémité la plus étroite. Cela évoque une base large permettant de soutenir un tronc se terminant par un sommet ramifié. On voit que la simple hypothèse d'un champignon hétérotrophe pose de gros problèmes. Mais elle a une variante intéressante, l'hypothèse d'un lichen. Un lichen, c'est le résultat d'une symbiose, c'est-à-dire une association intime et durable entre un champignon hétérotrophe et un organisme photosynthétique, par exemple une algue unicellulaire. Ainsi, un grand lichen aurait pu produire une partie de sa matière organique grâce à la lumière. Cela atténuerait le problème écologique du géant hétérotrophe dans un monde pauvre en matière organique, mais ces rapports isotopiques, très variables et parfois anormalement riches en carbone 13, s'accordent mal avec une alimentation reposant principalement sur un partenaire photosynthétique. Et il manque une pièce importante, le partenaire photosynthétique lui-même. On ne s'attend pas à le retrouver forcément partout, mais chez les prototaxites, on n'en trouve aucune trace évidente. Donc l'hypothèse du lichen est séduisante sur le plan écologique, mais discutable sur le plan isotopique, et même fragile sur le plan anatomique. L'hypothèse majoritaire d'un champignon, depuis un quart de siècle,
ressemble donc plutôt à une solution par défaut. Et puis quelle sorte de champignons d'ailleurs? Faut-il placer les prototaxites chez les ascomycètes? C'est le groupe des levures, des morilles, des truffes et de beaucoup de lichens. Chez les basidiomycètes, c'est le groupe de nombreux champignons à chapeau, mais aussi des polypores et des rouilles. Ou dans une lignée plus basale, proche des mucoromycètes ou des gloméromycètes. En 2018, une équipe a décrit chez un petit fossile du chert de Rhynie, Prototaxites tahiti, des structures interprétées comme des asques. Les asques sont des sacs reproducteurs typiques des ascomycètes. Si cette interprétation était correcte, ce serait un argument très fort. Les prototaxites ne seraient pas simplement peut-être des champignons, ils seraient précisément un ascomycète ancien. Mais cette interprétation a été contestée récemment par une impressionnante étude remettant radicalement en cause l'hypothèse du champignon. Mais avant que je ne vous parle de cette étude, je voudrais vous inviter à soutenir cette chaîne. Puisque vous êtes encore là, c'est que les sujets que je vulgarise vous intéressent. Vous pouvez m'aider à poursuivre ce travail simplement en mettant un pouce vers le haut, en laissant un petit commentaire et bien sûr en vous abonnant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour ceux qui en ont les moyens, vous pouvez me faire un petit don sur Tipeee pour que je puisse boire un café entre deux lectures d'articles scientifiques. Allez, reprenons. Dans leur étude publiée en janvier 2026, Corentin Lauron et ses collègues réanalysent minutieusement les fossiles du chert de Rhynie. C'est un site exceptionnel du Dévonien inférieur situé en Écosse. Il conserve des plantes, des arthropodes, des champignons, des micro-organismes, parfois avec des détails cellulaires remarquables. Les auteurs comparent les spécimens de Prototaxites tahiti à des champignons fossiles provenant du même site, donc des organismes du même âge, du même lieu, et conservés dans des conditions proches. C'est important parce que sinon, il est difficile de savoir si les différences qu'on observe par rapport à des organismes modernes sont de vraies différences biologiques ou bien des artefacts dus à la fossilisation. Ils observent plusieurs types de tubes. Certains sont fins et cloisonnés, d'autres sont plus larges, d'autres encore montrent des épaississements internes en anneaux. Ils observent aussi des zones particulières, appelées taches médulaires, formées par un réseau très dense et très ramifié. Ces taches médulaires sont importantes parce qu'elles ne ressemblent pas simplement à un amas désordonné de filaments. Les tubes y sont connectés en 3 dimensions. L'organisation est complexe, et les auteurs ne trouvent pas d'équivalent clair chez les champignons connus. Ils ne trouvent pas non plus de structure lichenique typique. Pas de séparation nette entre un partenaire champignon et un partenaire photosynthétique. La préservation exceptionnelle de ces fossiles rend très improbable qu'un seul des deux organismes ait été fossilisé et pas l'autre. Puis ils reviennent sur l'interprétation de 2018. Les structures qui avaient été interprétées comme des asques ne seraient pas reliées de manière convaincante aux matériaux vraiment diagnostiques de Prototaxites tahiti. Autrement dit, il pourrait s'agir d'un fragment d'un autre organisme. Ensuite, les auteurs analysent la chimie des fossiles. Ils utilisent notamment une méthode appelée FTIR, la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. Le principe général est simple. On envoie de la lumière infrarouge sur un échantillon, les molécules absorbent certaines longueurs d'onde plutôt que d'autres, ce qui permet de les reconnaître. C'est une sorte d'empreinte chimique qui renseigne sur les grandes familles de liaisons chimiques présentes. Par exemple, certains signaux peuvent être associés à des composés issus de sucre et de protéines, d'autres à des composés aliphatiques, c'est-à-dire riches en longues chaînes carbonées, d'autres à des composés aromatiques ou phénoliques. Ce qui intéresse les chercheurs, c'est notamment la paroi cellulaire. Chez les champignons, la paroi contient habituellement de la chitine ou du chitosane. Ces molécules peuvent laisser, après fossilisation, certains produits caractéristiques. Or, dans les Prototaxites tahiti étudiés, ces produits attendus ne sont pas détectés comme chez les champignons fossiles du même site. Si les prototaxites étaient des champignons, on s'attendrait à une signature au moins comparable à celle des champignons fossiles du chert de Rhynie, mais ce n'est pas le cas. Les chercheurs vont plus loin, ils cherchent aussi un biomarqueur appelé le périlène. Dans le chert de Rhynie, le périlène est associé à l'activité des champignons pathogènes de plantes, notamment des ascomycètes. Or, ce biomarqueur est aussi absent dans Prototaxites tahiti, alors qu'il est détecté dans le substrat environnant. C'est un argument de plus contre l'hypothèse d'un ascomycète. Les prototaxites ne seraient donc ni des plantes terrestres, ni des algues, ni des animaux, ni des champignons, ni des lichens. Que reste-t-il? Peut-être que vous en avez eu l'idée si vous connaissez l'existence des pseudo-champignons, des organismes formant des sortes de mycélium et ayant une écologie semblable à celle des vrais champignons, mais n'appartenant pas à ce règne.
C'est un cas de convergence évolutive. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mildiou, qui s'attaque à la vigne par exemple. Eh bien voilà, c'est un pseudo-champignon, un oomycète pour être plus précis. Les oomycètes ressemblent à de vrais champignons, mais n'ont pas ou peu de chitine dans leurs parois. Ça pourrait coller avec les prototaxites. Malheureusement, cette hypothèse astucieuse a aussi été écartée par les auteurs de l'étude pour des raisons anatomiques et chimiques. En effet, des oomycètes sont également connus dans le site du Chert de Rigny et les signatures ne correspondent pas. En fait, les auteurs projettent les données chimiques de tous les fossiles analysés dans un graphique en 2 dimensions grâce à une méthode statistique qu'on appelle la CCA. On voit clairement que les grands groupes, les animaux, les plantes, les champignons, etc., forment des clusters dans des coins différents. Et les prototaxites sont complètement séparés du reste. C'est un argument statistique intéressant. Les auteurs arrivent à la conclusion que les prototaxites pourraient appartenir à une lignée d'eucaryotes entièrement éteinte. On peut spéculer. Il s'agirait peut-être des descendants d'une obscure lignée de protozoaires qui auraient évolué indépendamment des autres règnes vers la pluricellularité et auraient développé une organisation cellulaire et une écologie proche de celle des champignons de manière convergente. Alors, au terme de cette enquête, qu'est-ce qu'on peut dire sur la nature des prototaxites ? D'abord, les hypothèses d'une plante terrestre, d'une algue, d'un animal ou de débris enroulés sont trop peu plausibles. Pendant longtemps, l'hypothèse la plus robuste a donc été celle du champignon. Elle expliquait l'organisation en filaments, elle était compatible avec le taux de carbone 13, mais elle avait ses faiblesses. Difficile d'expliquer comment ce supposé champignon pouvait se nourrir. Et pour la variante lichénique, l'absence d'un partenaire photosynthétique convaincant était un vrai problème. Et puis l'étude de 2026 remet sérieusement en question l'hypothèse fongique, notamment grâce à l'étude des signatures chimiques. Faut-il en conclure, comme le pensent les auteurs, que les prototaxites appartiennent à une lignée d'eucaryotes complètement nouvelle, aujourd'hui disparue ? C'est une hypothèse qui semble séduisante, mais il faut rester prudent. Même si les prototaxites représentent bien une lignée d'eucaryotes auparavant inconnue, ils ont nécessairement une origine dans l'arbre des eucaryotes. À quel endroit doit-on la placer ? À quels autres groupes sont-ils apparentés ? Sur ce point, le résultat de l'étude est surtout négatif. Si les prototaxites faisaient de la photosynthèse, alors il faut expliquer pourquoi les taux de carbone 13 mesurés ne correspondent pas à ce qu'on attend. S'ils étaient hétérotrophes, il faut expliquer comment ils se procuraient toute la matière organique dont ils avaient besoin dans un environnement aussi pauvre. Et s'ils étaient en symbiose avec un autre organisme photosynthétique, alors il faut expliquer pourquoi on n'en retrouve aucune trace. Enfin, il faut souligner que l'étude de 2026, même si elle est impressionnante et qu'elle a fait beaucoup de bruit, est très récente, et ses conclusions doivent donc être lues avec beaucoup de précaution. Seul le temps permettra d'éprouver leur solidité. Il se pourrait, par exemple, que l'analyse chimique soit biaisée. On ne peut donc pas dire que l'hypothèse d'un vrai champignon est définitivement écartée. Il faudra au moins que d'autres équipes de chercheurs reproduisent ces résultats sur d'autres spécimens pour en avoir le cœur net. En science, il faut toujours se méfier des actualités et du sensationnalisme. Les connaissances se construisent sur le temps long. En ce qui concerne les prototaxites, même si on a avancé sur le dossier au cours des 167 dernières années, il faut bien avouer que leur parenté reste mystérieuse. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. À bientôt sur Evoluscope.